Bienvenue les amis, bienvenue sur 40 Something, je suis très content d'être là, ravi d'être là, toujours là, 2 ans et demi après avoir lancé la chaîne. Si j'avais su quand j'ai commencé à faire cette modeste chaîne YouTube, que je serais encore là 2 ans et demi plus tard, j'y aurais pas cru, j'avais tenté le coup, je m'étais dit tiens je vais lancer une petite chaîne comme ça, histoire de pouvoir discuter un peu cinéma, musique, et puis aujourd'hui ça marche un peu, grâce à vous, grâce à vos commentaires, vos pouces en l'air, vos abonnements, ça c'est du délire, c'est vraiment sympa, un grand merci. Je suis vraiment content d'être toujours là, et surtout, je suis content d'être là pour ce bilan 2022. Alors, bilan, mémo, je sais pas trop, je sais pas combien il y aura d'émissions, je sais pas combien de temps ça va durer. Généralement, quand on parle de bilan d'une année écoulée, on parle de top, de flop. Moi, je vois pas trop l'intérêt de vous présenter tout ce que j'ai aimé juste comme ça, voilà, mon top, j'ai aimé ce film plus que les autres, tout ça. Ça a pas un grand intérêt, vous savez qu'on va faire comme toujours sur cette chaîne. On va s'intéresser à tout un tas de choses, on va parler musique, on va parler cinoche, on va parler bande dessinée, et à travers les films et les CD et les BD dont je vais vous parler, c'est tout un tas d'autres trucs dont on va discuter ici, tout un tas d'autres choses dont j'ai pas eu le temps de discuter dans l'année, des choses qui m'ont un petit peu marqué. Je m'étais dit à chaque fois, ouais, je vais en faire une petite émission, tout ça, puis manque de temps, donc ça va faire un joyeux fourre-tout. On va essayer de faire un grand sac, là, qu'on va ouvrir pour cette fin d'année, j'allais dire, non, début d'année. Je vous ai même pas souhaité la bonne année encore, je vous souhaite en début d'émission, parce que quand arrivera la dernière, je sais pas quand c'est, donc je vous souhaite déjà une très bonne année, sincèrement, une très bonne année à vous ainsi qu'à tous vos proches, la santé, tout ça, tout ce qu'on peut vous souhaiter. Je ne vous souhaite rien d'autre que ce que vous pouvez souhaiter pour vous-même. Alors souhaitez-vous ardemment le meilleur et mettez toutes vos forces dans la bataille pour réaliser tous vos rêves cette année. Alors comme disent nos amis anglo-saxons, without further ado, on va se lancer tout de suite dans le cœur du sujet, on va parler de ce qui vous intéresse le plus sur cette chaîne, le cinoche, avec ce triste constat, tout simplement. Je pense que pour moi, personnellement, l'année 2022 a été mon année la plus triste en matière de fréquentation ciné depuis, je vais pas dire depuis ma naissance, mais sincèrement depuis très longtemps. J'ai été très peu au ciné cette année. D'ailleurs, je vous ai fait assez peu de critiques à chaud, vous l'avez vu, déjà je trouve qu'il n'y a pas de très gros films, de très grosses sorties. Il y en a un, bien sûr, mais enfin ça s'est bien calmé depuis le Covid. Et puis je vois pas trop l'intérêt de vous livrer des critiques à chaud pour vous dire voilà, ce film il est bien, il est beau, il est bien filmé, il y a de bons acteurs. Voilà, j'attends toujours de tomber sur des projets qui m'émeuvent vraiment, où il y a vraiment quelque chose de fort, peu importe que ce soit un petit film à la télé ou un film sur grand écran. Mais bref, j'ai été beaucoup moins au ciné. Alors il y a 2 raisons à cela. Déjà, le ciné en lui-même, ça me fatigue un peu, parce qu'on est à la génération TikTok maintenant, avec un déficit d'attention assez marqué de la part de certains spectateurs. Alors, on peut accepter déjà d'avoir quelqu'un qui mâche son gros cubi de popcorn juste à côté de vos oreilles, en mâchant, en ouvrant bien sa bouche comme un ruminant. Ça, je peux supporter. Par contre, les gens avec leur portable, c'est plus dur, et quand il y a un mec qui a décidé juste devant moi de checker l'intégralité de ses mails de l'année, comme ça, non-stop, alors que le film a démarré depuis 20 minutes, au bout d'un moment, c'est fatigant, j'en ai marre d'aller au cinoche pour que ma compagne systématiquement se lève pour lui dire « Excusez-moi, vous pouvez éteindre votre portable ?» Parce que quand le type, il est juste là, franchement, la lumière dans la gueule, ça me sort un peu du film. Et même si c'est pas à toutes les séances, c'est de plus en plus fréquent. Et sincèrement, la plupart du temps, je me dis « Ouais, bon, ce film, je le verrai à la maison, on se le verra tranquille, chez nous, dans de bonnes conditions. » Et je vais moins au cinoche. C'est pas la seule raison, forcément, il y a une autre raison à ça, c'est ma lassitude. Alors je sais, sur cette chaîne, on peut souvent frôler le vieux conisme, mais sincèrement, je commence à avoir moins envie d'aller voir les nouveaux films qui sortent. On regarde toujours autant de cinoche avec ma compagne, on regarde des séries, on regarde des films en masse, mais on se fait souvent des rétrospectives de vieux films, de classiques. Cette année, on s'est vu des films de l'ère pré-code, on a eu des Audrey Hepburn, des King Vidor, des choses comme ça. Franchement, ça fait plaisir de retrouver une espèce de bouffée d'air frais en revoyant des films d'une autre époque, mais ça peut être des petits classiques de Noël comme Piège de cristal, qu'on a revu il y a pas longtemps, et ça fait vraiment plaisir de replonger dans une autre époque du cinéma, au moment où je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de neuf ou de novateur qui sort. Alors moi, je suis un petit peu plus vieux que certains des gens qui fréquentent cette chaîne, forcément, donc on n'aura pas le même point de vue, mais moi, comme dirait Laurent, ça rentre par un genou, ça sort par l'autre, de plus en plus souvent, et c'est une belle image, parce que ça arrive même pas jusqu'au cœur, encore moins jusqu'au cerveau. La plupart du temps, je vais voir des films pour les voir, c'est-à-dire qu'on les a fantasmés, on nous a balancé le teaser, le trailer, on les a fantasmés un an, on arrive dans la salle, on les découvre, et puis on sort, on dit ouais voilà, je l'ai vu, et puis qu'est-ce qui m'en reste 2 semaines plus tard? Ben, pas grand-chose, hein. Ça me rend triste de devoir commencer cette émission comme ça, mais sincèrement, cette année, au niveau fréquentation ciné, c'était tout nul pour moi. À l'image d'un Thor 4 dont on va reparler, je l'ai vu, qu'est-ce qui m'en reste aujourd'hui? Rien, 2-3 images, 2-3 trucs, mais le film,
il est rentré, il est ressorti aussi sec. Et donc, il y a encore quelques années, ça aurait été tout bonnement impensable que j'aille pas en salle voir le dernier Halloween que j'ai toujours pas vu, le Halloween Ends, je l'ai toujours pas vu, typiquement le genre de film que je vais récupérer en Blu-ray ou en 4K tranquillement pour le voir chez moi. Alors là, il y a aussi le fait que la trilogie de David Gordon Green m'a un petit peu fatigué, franchement, j'ai trouvé le premier pas mal, le deuxième un peu moyen, le troisième a pas de très bon retour, donc j'ai pas eu envie de me déplacer pour voir ça, je me suis dit je le verrai plus tard. Sincèrement, je trouve qu'on fait de plus en plus appel à des auteurs comme ça, avec un petit côté presque intello, qui vient contaminer un petit peu le côté série B auquel je suis habitué dans ces films de serial killer. J'adore Jason Voorhees, Michael Myers, même Chucky, tout ça, j'adore ce genre de films. Généralement, je vais au Cinoche pour les voir. À l'époque de Vendredi 13 de Nispel, je m'étais précipité à l'UGC Orient Express avec ce bruit du métro qui passait à côté. Donc je suis très fan. En plus, il y a un artifice sur ce genre de film aujourd'hui, qui est cette espèce de manie d'effacer tout ce qu'il y a eu avant. Ah, moi j'arrive, hein, je vais vous faire un film et je vais vous montrer comment on fait du cinéma, donc pour moi, il n'y a que le premier qui existe. Bref, celui qui est devenu culte et qui a marché, il n'y a que le premier Halloween, et puis moi j'oublie tout ce qu'il y a eu. Tout ce qu'il y a eu autour. Je trouve ça dommage, parce que certes, il y a eu des merdouilles dans la grande liste des films Halloween, et ça, on en reparlera, mais pour le coup, il y a eu aussi des belles choses, et c'est dommage de ne pas s'approprier cet héritage pour essayer d'en tirer quelque chose. Je vous dis pas qu'Halloween 6 c'est un bon film, mais je vous dis qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose avec, et que dire ouais non, j'oublie ce qu'il y a eu avant, moi je fais mon film, c'est un peu comme le dernier Terminator. Le dernier Terminator, ouais non, on oublie tout ce qu'il y a eu avant, et moi je reprends après le 2. Voilà. Bah, moi je trouve ça paresseux, je trouve ça un peu malhonnête, donc ça me séduit pas trop, voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai été moins au cinéma, et je suis tellement saoulé que même des grands films que d'ordinaire j'aurais attendu, comme Avatar 2, bah, je les ai découverts 2 semaines après les autres. Alors en l'occurrence, j'aurais pu vous en faire une critique à chaud, si je l'avais découvert à temps, pour vous dire quoi. Quoi dire d'Avatar 2? C'est un très grand film, sincèrement, c'est un très grand James Cameron. J'aurais dû me précipiter le jour de la sortie, en profiter, et j'en ai profité 2 semaines plus tard dans une salle magnifique. Alors là, pour le coup, totalement conquise au film, respectueuse, pas importable, rien, pas de bruit, c'était nickel. Et j'ai profité d'une séance absolument incroyable. J'aime beaucoup Avatar, j'ai bien aimé ce deuxième volet, je trouvais que c'était parfait. En plus, James Cameron arrive toujours à faire des prouesses technologiques, je sais pas comment il fait. On a l'impression qu'il a 10 ans d'avance sur tout le monde, il nous présente le cinéma de demain. C'est le film d'animation le plus abouti que j'ai vu jusqu'à présent, en film d'animation, parce que il n'y a rien de réel devant l'écran, hein, quasiment, à part peut-être un personnage, donc il n'y a pas grand-chose de réel, mais c'est pas une démo PlayStation, c'est vraiment ultra propre, c'est incroyable, et puis sa mise en scène est toujours aussi rigoureuse, aussi élégante, il y a un placement de l'action qui est nickel, c'est un très grand film, tout au plus, moi je pourrais lui reprocher un petit côté... toutes les images National Geographic en plein milieu, franchement, au bout d'un moment, on a compris qu'il nageait avec les dauphins, et puis l'indigence un peu de son scénario, parce que quand même, il n'y a pas grand-chose, c'est relativement classique, c'est même plutôt classique, on dirait un Disney, mais bon, vous aurez compris que j'ai adoré ce film, même si, je vous dis, bon, peut-être que je m'attendais à un peu plus d'audace, un petit peu plus de surprise, mais bon, le film touche quand même au cœur, donc j'ai hâte de voir les suites, parce que là, maintenant, c'est bon, en 2 films, on a bien posé l'univers, on est sur un schéma très classique, alors maintenant, peut-être que les suites vont nous transporter ailleurs, qui sait. Mais bon, assez parlé de Cinoche et de mon ressenti par rapport à tout ça. En gros, cette année, vous l'aurez compris, j'ai été peu au Cinoche, je le regrette, mais pour autant, j'ai vu beaucoup de péloches. Alors pour le coup, j'ai commencé à poncer un petit peu les services de streaming, dont Netflix, et j'ai vu des choses très intéressantes commencer à arriver. À commencer par Balle perdue. Cette année, ça a été la sortie de Balle perdue 2. Alors il y a pas mal de trucs à dire sur ce film. Je vais essayer de rester concis pour pas qu'il y ait 3 heures d'émission à monter. Mais Balle perdue 2, c'est déjà un très bon film d'action. Déjà, le premier film était vraiment bien, le deuxième est une réussite. Le MK2BNF a quand même laissé l'intégralité de son fronton à ce film. À un moment, il y a eu l'affiche géante du film, je me suis dit, tiens, Balle perdue 2 sort au cinéma. Pas du tout, hein. Vous êtes devant le MK2BNF, un des cinémas parisiens les plus fréquentés, et vous avez cette grande affiche pour Netflix, Balle perdue 2. Vous avez même sur le parvis, un soir, il y avait même les véhicules du film qui étaient exposés. Enfin bon, bref, c'est dire l'importance qu'ont pris les services de streaming aujourd'hui pour pouvoir se permettre d'être affiché comme ça devant un cinéma. Franchement, de mon ressenti, Netflix, ça devrait être l'ennemi juré du MK2, et là on paye, et puis on a cette affiche gigantesque. En l'occurrence, je sais pas pourquoi, j'étais plutôt content de voir une suite à ce film, et j'ai pas été déçu. Alors ces 2 films, parce qu'on peut difficilement séparer le premier du deuxième, de cette trilogie annoncée, on le doit à Guillaume Pierret, qui a encore une fois pas fait grand chose, bah normal, hein. C'est le rôle des plateformes de streaming comme ça, d'aller chercher des nouveaux réalisateurs. Le mec, il a officié, je crois, sur Golden Moustache. Voilà, il a pas fait grand chose, mais là, il nous livre un cinéma
un cinéma d'action péchu, comme ce qu'aurait dû être Go Fast il y a quelques années avec Roche Dizem. Go Fast, c'était pas trop mal en l'occurrence, mais on s'y ennuyait quand même un peu ferme, hein. C'était annoncé comme un Fast and Furious à la française, et franchement, il y a peut-être 10 minutes d'action dans tout le métrage, c'était un peu rébarbatif. Maintenant, arrivant enfin du Fast and Furious à la française, balle perdue, le premier, j'avais trouvé ça assez extraordinaire. Mise en scène, les personnages, la relation entre les deux personnages principaux, le héros du film, magnifiquement interprété par Alban Lenoir, et puis son frangin, j'avais trouvé ça très fort. La femme flic, très très bien aussi, franchement, elle est jamais ridicule. Bref, tout le monde joue bien, tout le monde est investi, il y a des vrais personnages de salauds, ça passe ultra bien, il y a des scènes d'action complètement dingues surtout, hein. Franchement, on se revoit à la grande et meilleure époque de l'écurie Besson, avec des choses comme le baiser du dragon avec Jet Li, il y a des scènes d'action qui sont juste hallucinantes. Franchement, hallucinante. Alban Lenoir, moi, je connais pas trop, et il nous dévoile des capacités martiales complètement dingues, hein. Le film est vraiment bon. Et donc, Balle perdue 2, ben, il enfonce le clou, il y a du cœur, ça va chercher loin dans l'intrigue, c'est vraiment pas mal, et il y a toujours ces scènes d'action complètement dingues. Et là, je suis content de voir des films comme ça. Alors, je les aurais découverts au cinéma, franchement, celui-là, je l'aurais découvert au cinéma, je l'aurais apprécié aussi. Je le vois aujourd'hui sur le petit écran, je me dis, quasi gratos sur Netflix. On peut dire quasi gratos, parce que franchement... Enfin, un abonnement Netflix, un abonnement Disney+, ça coûte juste pas grand-chose aujourd'hui. Franchement, ça coûte le prix d'un DVD à l'époque, donc vous voyez tout ce que vous voulez voir. Moi qui descendais plutôt Netflix il y a quelques temps, je trouve qu'aujourd'hui commence à y avoir un catalogue intéressant et qui permet de découvrir des choses. Et enfin, le cinéma français se réveille un peu, avec des films de genre, avec des films qui envoient un peu du steak. Ça fait quand même plaisir de voir ce film. Si vous l'avez pas vu, regardez Balle perdue 2 pour voir de quoi je parle. Peut-être que vous allez me dire « Ouais, c'est juste un actionneur bourrin ». Franchement, je trouve que c'est beaucoup plus que ça. C'est un film qui laisse pas ses personnages de côté. C'est vraiment intéressant. C'est ultra bien foutu. Franchement, c'est du niveau des meilleurs Scott Adkins. J'ai vraiment apprécié. Et même sans parler de ce film que j'ai vraiment adoré, il y a plein d'autres petites péloches sur Netflix, dont des films français. Il y a par exemple Sans répit qui est sorti avec Franck Gastambide. C'est un film de Régis Blondeau. Alors, Régis Blondeau, c'est qui? Pas grand-chose. C'est un directeur photo. Encore une fois, un mec qui sort quasi nulle part. Franchement, ils m'en voudront pas de dire ça, mais c'est des types qui en sont encore au moment où ils doivent faire leurs preuves. Franck Gastambide, qu'on avait vu dans des trucs genre Pattaya, et là il dévoile son espèce de physique de Jason Statham français. Le film tient bien la route, c'est très en dessous de Balle perdue, selon moi, mais il y a quand même des bonnes choses, hein. C'est un petit film d'action qui se regarde bien, franchement, vous mettez ça, vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu votre temps, c'est sympa, ça me rappelle un peu, sur Netflix, il y a d'autres films, alors celui-là il est plus vieux, on va l'évacuer un peu, parce qu'il n'est pas de 2022, il est de 2019, mais il y a Fury, par exemple, d'Olivier Abou, qui avait réalisé Territoire à l'époque. Territoire, c'était une petite coproduction franco-canadienne, et franchement, Fury, c'est intéressant aussi, c'est pas un grand film, alors Fury, il est plombé par son côté... cinéma français, pour le coup, très prononcé. C'est-à-dire, vous voyez, Fury, c'est un petit peu ce film où il y a un couple qui rentre de vacances et qui trouve son foyer habité par des squatteurs. De là, moi, je m'attendais à avoir un espèce de thriller sur ce sujet-là. Je trouvais ça original, j'avais pas l'impression de l'avoir trop vu, à part dans le Fenêtre sur Pacifique de Schlesinger, avec Mélanie Griffiths, qui était pas mal. Il y avait aussi Michael Keaton, qui était excellent dans le rôle. Et franchement, je m'attendais à voir un petit thriller, tout ça. Le film commence effectivement comme un thriller, un 2 pièces cuisine, costard-cravate, et puis finit en home invasion, ultra crade, ultra hardcore, un vrai film d'horreur. Donc ça part un peu dans tous les sens. Après, je trouve que l'interprétation du héros est vraiment... franchement, il joue comme un pied. Moi, je trouve qu'il joue comme un pied. Sa copine, on manque pas une occasion, comme dans tous les films français, de la déshabiller, de la filmer sous toutes les coutures. Il y a des espèces de thématiques qui sont dessinées. Le héros qui retrouve sa virilité en devenant violent. Enfin, c'est un peu lourdingue, mais en même temps, il y a de beaux restes. C'est une tentative, quoi. C'est une tentative et je suis content de le voir sur Netflix. Je me dis, ouais, bon, bah, j'ai vu ce film, il est pas parfait, mais il y a des choses à sauver, c'est pas mal. Peut-être que le réalisateur peut me surprendre plus tard. Voilà, c'est à ça que ça sert une plateforme de streaming, selon moi. Et le cinéma français en sort un peu grandi. Je trouve, ceci dit, il n'y a pas que du cinoche français sur Netflix, hein. Loin de là, il y a beaucoup de films qui débarquent. Alors, bien sûr, les Français avaient un peu raté le train au début. Là, aujourd'hui, ils se rattrapent, mais il y a tout le cinéma autrichien, allemand, anglais, espagnol, forcément. Qu'est-ce que j'ai vu cette année sur Netflix? I Can Buy. I Can Buy, j'ai trouvé que c'était un très bon film. C'est un film anglais, une petite péloche avec ce juge qui dissimule des secrets dans sa cave. On sait pas trop à quoi on va s'attendre. Et c'est à chaque fois des films qui proposent quelque chose. Là où il m'a surpris avec Ken By, c'est par ces espèces d'ellipses et ces personnages qui sont balayés les uns après les autres. Alors, petit spoil, hein, si vous voulez le voir
zapper mes paroles pendant 10 secondes, mais par exemple, le héros, celui qu'on prend pour le héros du film, bah finalement, à un moment, je le vois disparaître de l'histoire assez violemment, je me dis, bon, il a été enfermé dans la cave. Ah, pas du tout, il a disparu, il a été dézingué comme les autres, et ce film m'a assez surpris par le traitement de ces personnages. J'aurais vu ça au Cinoche, j'aurais su d'emblée qui allait survivre, comment ça allait se conclure, bah là, pas du tout, le film vous prend constamment à contre-pied, c'est une bonne péloche à voir chez soi, il y a un petit peu un climat un peu glauque, il y a un milieu qu'on n'a pas trop l'habitude de voir au Cinoche, donc ce film mérite un peu sa place sur une plateforme de streaming, tout comme Metal Lords par exemple, Metal Lords qui a été une très très bonne surprise. Alors Metal Lords, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est un bon film de Pipo et Bimbo, je ne dis pas leur nom, c'est les deux qui nous ont plombé la fin de Game of Thrones, ça par contre j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, pour le coup là c'est un très bon film, je trouve vraiment ça très réussi. Metal Lords, dès le début, ça m'a fait rire, ça touche au cœur, avec ces jeunes qui essayent de monter un groupe de métal dans leur collège. Franchement, ça rappelle les meilleures comédies teenage que j'ai pu voir, y compris des trucs genre Ferris Bueller, hein. Il y a ce degré de décalage, je trouve ça très réussi, on n'est pas dans la farce, mais vraiment on s'intéresse encore une fois aux personnages, il y a du cœur dans ce film, c'est drôle, mais en même temps c'est intelligent, c'est bien fait, il y a quand même des thématiques qui sont abordées, qui sont pas idiotes, pas imbéciles du tout, et franchement, j'ai été content de découvrir ça sur Netflix. Alors bien sûr, je vous ai déjà parlé de tout un tas de films au cours de l'année, je vous ai parlé de choses que j'ai vues, que j'ai bien aimées, je vous ai parlé de Lou, je vous ai parlé de Old People, bien sûr. Tout récemment, je vous ai parlé de cet incroyable film À l'Ouest, rien de nouveau, vous savez à quel point j'ai aimé, je trouve ça extraordinaire, un très grand film de guerre sur Netflix, je vous ai parlé de choses que j'ai moins aimées, de Fresh, qui pour moi est... une abominable merde, je suis obligé de le dire, franchement j'ai détesté. S'il y en a qui ont aimé, encore une fois, c'est mon jugement. Franchement, mon jugement de type qui a regardé un paquet de films d'horreur, j'ai pas aimé les thématiques du film, j'ai pas aimé l'interprétation, j'ai trouvé ça stupide et ridicule. Il y en a encore des films comme ça sur Netflix. Mais bon, il y a tout un tas de films qui se regardent comme ça, d'un œil distrait. Hein. The Man from Toronto, par exemple, avec Woody Harrelson et l'homme à la voix de crapaud, là, Kevin Hart, qui est absolument insupportable. Mais le film est marrant, voilà, c'est un sous Hitman and Bodyguard, je trouve ça sympa, comme ça, vite vu, vite oublié. Pour le coup, on dirait un peu les péloches qui sortent en ce moment sur grand écran sur Netflix, vous regardez ça, je peux même pas vous en raconter une scène, j'ai quasiment tout oublié de ce film. Il y a d'autres trucs, j'ai vu un film danois, Amour entre adultes, qui est pour le coup pas mal, là encore plutôt un film de personnages, j'ai trouvé que les personnages étaient particulièrement vénéneux, il y a des relations entre un homme et sa compagne qui vont vraiment... qui partent vraiment en vrille. Je trouvais ça assez intéressant, franchement. Si vous avez une petite heure et demie et que vous aimez ces espèces de thrillers conjugaux, comme pouvait les réaliser Adrian Lyne à l'époque, c'est danois, c'est vraiment chouette. Pas inoubliable, mais chouette. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Troll sur Netflix. Troll, une production Netflix. Je veux dire, s'il y a un exemple à prendre cette année de film où les réalisateurs ont été trouver refuge au petit écran sur les plateformes de streaming, c'est bien Troll. Troll, en plus, ils le sortent tambours et trompettes. C'est le nouveau Roar Uthaug. Alors, je dois complètement bouffer son nom. C'est un réalisateur norvégien, je crois. Le mec, si je me plante, je suis impardonnable, mais je crois qu'il est norvégien. C'est le réalisateur qui a fait les Cold Prey, donc c'est un réalisateur que j'adore. Cold Prey, il a fait tout un tas de films vraiment magnifiques. Dagmar, l'âme des Vikings, qui est un très grand film. Il a fait aussi le dernier Tomb Raider, qui était pas si mal. Il a fait un film aussi, un film catastrophe scandinave, qui se passe dans les fjords, The Wave, qui est vraiment bien, vraiment très réussi. Et il a fait donc le dernier Tomb Raider avec Alicia Vikander, que je trouvais pas mal. Franchement, plutôt sympa, une petite péloche d'action avant que... Il y avait même une suite de greenlighté avant que le projet ne capote, que l'héroïne retombe dans les mains d'un autre studio, là, donc je pense qu'ils vont partir sur autre chose. Mais j'avais trouvé ça assez intéressant. Roar Uthaug, c'est un très bon réalisateur, je trouve que ce qu'il fait, c'est vraiment bien, digne d'intérêt. On reparlera peut-être de lui sur cette chaîne, on reparlera certainement de lui sur cette chaîne. C'est vraiment un réalisateur que j'apprécie. Voir son dernier film, j'ai d'abord vu cette affiche, Troll, c'est quoi ce film encore ? Et puis j'ai vu son nom au générique, mais à la fin. J'ai vu le film comme ça sur Netflix, j'ai dit tiens, je vais le lancer, et je l'ai trouvé réussi. Alors, petit film catastrophe, horrifique, sans trop d'originalité, mais réalisation impeccable, effets spéciaux quand même de qualité, sincèrement. Enfin, si vous voulez voir un film où on est en Norvège, on réveille un troll, c'est là que ça se passe, quoi. Je veux dire, un troll géant qui va dévaster des villes. Ça rappelle parfois le cinéma de Del Toro, tel qu'on a pu le découvrir dans Hellboy 2 ou des choses comme ça. Je trouvais ça intéressant, plutôt bien foutu. C'est ce genre de film aujourd'hui qui débarque sur Netflix, comme ça, et puis d'un coup, on vous le placarde. Numéro 1 des visionnages aujourd'hui, vous sentez comme une envie irrépressible de le voir, et sincèrement, j'étais pas déçu. J'ai vu un bon film, j'étais content de le voir. Roar Uthaug m'a paru plus inspiré par le passé, mais c'est quand même un bon film, c'est sur Netflix, c'est presque gratos.
Pourquoi s'en priver? Et il y a tout un tas de trucs comme ça sur les services de streaming, Netflix en particulier. On pense à The Greyman cette année quand même, The Greyman. Putain, imaginez, vous êtes sur un service de streaming, quoi. Chris Evans, Ryan Gosling, Ana de Armas. Est-ce qu'on peut faire un plus beau casting aujourd'hui? Ana de Armas, Chris Evans, Ryan Gosling, il y en a pour tout le monde. Vous mettez à la réalisation les frères Russo, les réalisateurs des Avengers, mais qu'est-ce qu'ils foutent sur Netflix? Ils vont sur Netflix parce qu'il y a un beau gros chèque à la clé, et puis surtout que Netflix leur dit, fais ton film. Et il y a une certaine forme de liberté. Rory Tug, il n'est pas persona non grata nulle part, quoi. C'est un mec, il peut faire son cinéma. Alors lui, c'est peut-être un peu plus dur, mais les frères Russo, aujourd'hui, putain, ils sont sur le toit du monde, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont sur Netflix. Et The Greyman, en l'occurrence, c'est vraiment pas mal du tout, c'est une petite péloche d'action. Alors Ryan Gosling en action star, on peut rigoler, mais il y a des très belles séquences, très très belles séquences. J'en ai encore une fois parlé sur cette chaîne, mais la séquence où il se tape au milieu d'un feu d'artifice et tout, enfin il y a de l'imagination, c'est pas mal. Alors bien sûr, c'est en mode encéphalogramme plat, niveau scénar, on a déjà vu ça 10 fois, 20 fois, 30 fois, mais c'est sympa, c'est une péloche vraiment décomplexée, jouissive, dans son traitement, on a envie de donner du fun aux spectateurs, et franchement, on en prend du fun. Je me suis pas plé les molles dans la file d'attente, donc je suis content, je l'ai vu chez moi, tranquille, dans de bonnes conditions, franchement, je l'ai trouvé plutôt cool. Et je pense même que c'est un film qui risque de bien vieillir avec les années, peut-être même que je le reverrai, grâce surtout à la prestation de Chris Evans, une espèce de prestation que j'ai bien aimée, de mec un peu taré, voilà, quand les acteurs s'amusent comme ça, comme Henry Cavill s'est amusé dans la dernière Mission Impossible, je trouve ça vraiment chouette. Et j'ai vu aussi d'autres choses sur Netflix, franchement, dans le genre prise de risque, cinéma autre, il y avait cette série Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer, et sincèrement, il y a un moment, c'était placardé aussi comme numéro 1 des visionnages, et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette série? Quand j'ai commencé à la regarder, franchement, c'est pas pour tout le monde, il y a une vraie prise de risque, ils ont peut-être réussi là, à Netflix, à faire l'ultime production autour de Jeffrey Dahmer, c'est glauque, c'est malaisant, franchement, vous voyez ce film, il y a la puanteur qui soigne de l'écran, on n'a pas envie d'y être, et on nous dépeint le portrait d'un monstre très humain, en même temps, il y a des moments, franchement, on comprend Jeffrey Dahmer, c'est d'une violence, mais d'une violence psychologique, qui n'est pas que sur l'écran, c'est pas juste gore, d'ailleurs le film n'est pas trop gore, c'est vraiment un film violent, mais psychologiquement dur à supporter. Vous avez cet acteur absolument extraordinaire. Bref, je trouve que c'est un très grand film, une très grande série que ce monstre Jeffrey Dahmer. Je connais plein de gens qui n'ont pas aimé, il y a des gens autour de moi qui m'ont dit « Ah non, pas trop pour moi », mais ils ont regardé en entier, mais ils n'ont pas aimé. C'est normal, parce que ça s'adresse pas à tout le monde, il faut quand même pouvoir se supporter ce genre de proposition, franchement, et ça trouve toute sa place sur une plateforme comme Netflix. Vraiment, j'ai trouvé ça très réussi. Monstre, vous pouvez y jeter un œil. Attention, on dirait le meilleur du cinéma de Fincher, c'est vraiment glauque, faut avoir le cœur bien accroché, mais c'est une très grande série. J'ai vu aussi d'autres choses comme The Watcher avec Naomi Watts encore, elle tourne plus sur le grand écran, on la retrouve sur Netflix dans une série chapeautée par Ryan Murphy, et The Watcher, c'est pas mal, ça a tous les défauts du cinéma de Ryan Murphy, c'est-à-dire que je trouve que c'est un petit peu lent, on sait pas trop où ça va, il n'y a pas de conclusion très marquée, ça part un peu dans tous les sens, mais j'ai trouvé ça intéressant, on peut passer du temps, il y en a certains d'entre vous qui pourraient adorer d'ailleurs, il y en a certains d'entre vous certainement qui ont vu The Watcher et qui se sont dit mais c'est une grande série, moi j'en suis pas là, je trouve que, mais j'ai pas perdu mon temps, j'ai pas le sentiment d'avoir perdu mon temps en voyant cette série, est-ce que j'ai envie de la revoir demain? Certainement pas, mais il y a des très grandes interprétations quand même dans ce film, il y a des faux semblants, c'est pas trop où ça va, on croit avoir dénoué les fils de l'intrigue, puis pas du tout, on part sur autre chose, donc j'ai trouvé que c'était une série qui était intéressante, tout comme Le Cabinet des Curiosités, quand même, Le Cabinet des Curiosités de Del Toro, alors là pour le coup un peu douche froide, parce que je m'attendais à quelque chose de vraiment énorme, et je suis resté plutôt sur ma faim. Alors pourquoi je suis resté sur ma faim? Tout simplement parce que je trouve qu'il n'y a pas plus difficile que le film à sketch, ou que les séries à sketch comme ça, un petit peu à les Contes de la Crypte, ou La Quatrième Dimension, faut avoir une vraie histoire à raconter. Et là, le problème, c'est que ce sont de très bons épisodes, visuellement, c'est absolument incroyable, il y a de très grands acteurs dedans, c'est quand même chapeauté par Del Toro, donc c'est propre, visuellement, il n'y a rien à dire. Sur la forme, c'est impeccable. Après, est-ce que les auteurs ou les histoires sont bien choisis? Je suis pas sûr. On est quand même souvent en train de se poser des questions, de savoir mais où ça va, et puis finalement, ça va un peu nulle part, des fois ça frôle le ridicule un peu sur certaines conclusions. Bref, avant de faire une série qui peut prétendre rivaliser avec La Quatrième Dimension, il faudrait quand même avoir des vrais scénars,
des vraies conclusions, et pas seulement s'appuyer sur des effets de manche en disant « Regardez, Del Toro nous sort une série, ouais, tout ça. » Ouais, c'est bien, c'est ultra glauque, c'est super gore. À des moments, c'est ultra gore, franchement, c'est bien dégueulasse. Mais je trouve que la mayonnaise prend pas. Franchement, moi, ça a été une vraie belle déception, parce qu'à chaque fois, chaque épisode m'a fait le même effet. C'est-à-dire que j'ai commencé à le regarder, je me suis dit, ouais, c'est cool et tout, j'étais content, j'étais bien dedans. Et puis, je trouve qu'à chaque fois, l'épisode s'effondre dans ces dernières minutes. Ça m'amène pas là où j'avais envie d'aller. Alors, des fois, faut pas vouloir aller à tout prix quelque part et se dire, ouais, la série doit m'emmener là. Pas forcément, mais là, franchement, systématiquement, j'étais un peu déçu. Je me suis dit, ah ouais, tout ça pour ça. Il y a une vraie ambiance, c'est sympa, mais c'est pas une grande série. Voilà. Est-ce qu'il y aura une saison 2 ? Certainement, j'imagine. Est-ce qu'à ce moment-là, ils redresseront la barre ? Je sais pas. Peut-être que tout le monde a adoré, d'ailleurs. Hein. Je crois que la série est assez bien notée. Moi, personnellement, je regarderai ça encore, forcément, mais en espérant retrouver un petit peu les frissons que j'avais dans... Même les Masters of Horror, c'était mieux. Je trouvais que les Masters of Horror, c'était des formats peut-être un peu plus réduits. Franchement, c'était bien foutu, les auteurs venaient réaliser un peu, présenter une certaine vision de l'horreur, je trouvais qu'il y avait plus d'audace. Bref, j'attends une saison 2 du Cabinet des Curiosités, mais c'est pas une grosse attente. Et donc là, on a parlé beaucoup de Netflix, mais il n'y a pas que le catalogue Netflix, il faut savoir aussi que Netflix, en France, diffuse pas mal de films Hulu. Hulu, c'est une plateforme américaine, puis pour le coup, là, ils n'ont pas d'antenne en France, donc ils sont diffusés par Netflix, et on en profite pleinement, parce qu'il y a des films qui sont sortis que je trouvais dignes d'intérêt. Alors, il y a des trucs bien, des trucs pas bien. Il y a La Princesse, par exemple, que j'ai trouvé vraiment chouette. Là encore, j'en ai parlé cette année dans une émission sur Red Sonja, et j'ai trouvé que La Princesse était un film super chouette, ultra popcorn. Je me suis marré de la première à la dernière bobine, j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est drôle, c'est enlevé, c'est nul. Hein, franchement, on peut se dire que c'est nul. Il y a des gens qui vont dire, c'est tout pourri La Princesse. Non, parce que c'est une proposition, c'est un spectacle bubblegum, on regarde, on s'éclate, on rigole, c'est un film, voilà, pour le coup, on vous offre une péloche décomplexée, complètement pop. Voilà, moi j'ai apprécié ce voyage. Après, on peut rester sur sa faim ou dire ouais, c'est pas pour moi. De toute façon, vous le saurez vite, hein, franchement, si vous passez 15 minutes du début du film et que vous êtes encore là, c'est que vous allez rester jusqu'à la fin et que vous allez apprécier, probablement. Après, si au bout de 10 minutes vous n'aimez pas ce que vous êtes en train de voir, vous pouvez lâcher l'affaire. De toute façon, le film avance à visage découvert. Il y a d'autres choses qui ont été récupérées de Hulu. Il y a Grim Cutty, par exemple, qui est là tout naze, vraiment tout naze. Si vous voulez voir un petit film d'horreur pourri, Grim Cutty, c'est là. C'est typiquement le genre de film d'horreur qui essaie aujourd'hui de capitaliser sur l'appétence des jeunes pour le cinéma d'horreur, pour cette nouvelle génération qui découvre le cinéma d'horreur avec tout un tas de trucs. Et je les plains un peu parce que pour faire le trier le bon grain de livret dans tout ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est pas évident. Faut quand même avoir des repères. Je sais que sur cette chaîne, vous êtes plutôt calés et que vous avez votre petit guide, votre b.a.-ba de l'horreur, Carpenter, Craven, tout ça, vous connaissez bien. Faut savoir que toute la nouvelle génération qui débarque dans ce cinéma-là n'a pas forcément ces repères-là. Et on leur propose des trucs comme Grim Cutty. Franchement, ça c'est tout naze. Sans intérêt. Allez hop, on dégage. Mais Hulu, c'est aussi prêt. Et là, on en a parlé en long, en large, en travers sur cette chaîne. Là, je sais que ce film divise quand même. Hein. Autour de moi, j'ai adoré Prey, ce nouveau Predator. Je trouve que c'est ce qu'il faut faire avec un Predator. Et je trouve bien que, justement, sur les services de streaming, ça soit aussi une plateforme refuge pour des projets comme ça. Parce qu'au cinéma, on tourne en rond, ça marche pas. Je vous l'ai expliqué dans l'émission sur Prey, sans doute. C'était sans doute dans cette émission-là, mais des séries comme Terminator, des séries comme ça, comme Predator, ça n'a jamais été... c'est pas censé être des séries grand public. Je veux dire, Terminator, on parle d'un futur où l'humanité va être exterminée par des robots, c'est pas censé devenir une franchise à la Marvel. Donc, que ces séries trouvent refuge sur le petit écran, sur les plateformes, c'est un juste retour des choses. Predator, là, on fait un petit Predator avec un budget conséquent, sans doute pour le petit écran, mais qui n'est pas comparable en rien à celui du grand écran, qu'aurait pu prendre Shane Black s'il avait fait une suite. Heureusement qu'il n'en a pas fait une. Mais bon, après, je l'ai trouvé vraiment remarquable. Après, j'ai eu des discussions passionnées avec certains ou certaines d'entre vous. Je sais qu'ils n'ont pas apprécié ce film. On a crié au wokisme, machin, tout ça. Moi, ce mot, j'aime pas ça du tout. Hein. Ça, c'est le mot qui est apparu. Le mot de l'année. Mot de l'année 2022, wokisme. Je le comprends pas vraiment. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une femme qui est en tête d'affiche, ça y est, wokisme, ouais, enfin, il y a toujours eu des femmes en tête d'affiche, hein. Alien, c'était Ripley, il y a toujours... Bon, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais franchement, faut arrêter de crier au wokisme dès qu'il y a une femme, ou dès qu'il y a une minorité représentée, minorité qui n'en sont plus d'ailleurs, donc je veux dire, non, après, moi je l'ai pris pour ce qu'il était, c'est-à-dire j'étais content de revoir un Predator, enfin, qui rectifiait un peu les errances de la saga.
très bon film, très bien mis en scène. J'ai pas de problème avec cette héroïne qui fait 10 kilos et qui affronte un Predator. Je trouve que la mise en scène brillante de Trachtenberg fait passer la sauce. C'est totalement pas crédible, bien sûr. Pas une seconde, on peut imaginer que le Predator ne l'attrape pas et lui coupe la tête en une petite torsion de poignet. Mais moi, ça m'a plu, j'ai apprécié vraiment tout ça. Toutes les critiques que les gens, et que vous-même, certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous ont adressé au film, moi je les entends et je les comprends, et elles sont vraies, je suis d'accord avec vous, ouais. Comment une jeune indienne peut s'approprier la technologie du Predator à la fin et comprendre comment ça fonctionne. Ouais, c'est ridicule, mais pour le coup, moi j'ai décidé de mettre un peu mon cerveau en veilleuse et de profiter du spectacle, et du spectacle j'en ai eu, et j'ai adoré ce Predator.